Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 8 novembre. La force mixte multinationale chargée de lutter contre le terrorisme prend forme. L'état-major basé à N'Djamena est désormais opérationnel. Une prise de fonction qui intervient à quelques heures de l'ouverture à Dakar du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Et on connaît désormais les noms de 4 des candidats à la présidentielle du 21 février 2016 au Niger. Le 4e à se lancer dans la course à la fonction suprême n'est autre que le président sortant, Mamadou Issoufou, investi par son parti, le PNDS, ce samedi. Et puis les autorités togolaises déterminées à faire baisser le taux de chômage des jeunes. Alors quelles mesures prennent-elles pour aider les moins de 25 ans à intégrer le marché du travail? Élément de réponse dans quelques instants. Mais tout d'abord, la menace terroriste reste au centre des préoccupations de plusieurs pays africains, notamment ceux engagés dans la lutte contre le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, qui sont regroupés militairement au sein de la force mixte multinationale, la FMM, dont l'opérationnalisation avance à grands pas et qui, comme nous l'explique Arwa Barkala, aura de grands défis à relever. La région du lac Tchad subit depuis plusieurs années des attentats et des attaques du groupe terroriste Boko Haram, devenu l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Pour protéger les populations civiles de ce fléau, les pays du bassin du lac Tchad ont mis en place durant l'été 2015 une force militaire multinationale regroupant un contingent de 8700 hommes. Cette force multinationale répond à un besoin de coordination entre les armées des pays impliqués dans la lutte contre l'organisation terroriste. Nous voyons, n'est-ce pas, la traduction d'une coopération bilatérale, n'est-ce pas, bien structurée avec le Tchad, entre le Tchad et le Cameroun, dans des réponses réactives très immédiates. Et c'est ce qui manque peut-être dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. Eh bien, nous pensons que c'est peut-être comme ça que nous allons construire la sécurité collective de demain, pas des actions concrètes sur le terrain. Et je crois que c'est également le signe, n'est-ce pas, d'une merveilleuse coopération entre deux pays frères. La force mixte multinationale est composée de troupes venant de plusieurs pays, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin, est officiellement en place depuis le vendredi 11 septembre 2015. Cette force militaire est le fruit de multiples visites officielles de chefs d'État entre les pays concernés par la lutte antiterroriste. C'est une commission qui est assez expérimentale parce qu'on est dans un cas de figure qui n'a jamais été mis en place auparavant. Il y avait eu d'autres précédentes missions qui étaient plus du fait de la CEDEAO. Là, on a des pays qui appartiennent à 2 ensembles sous-régionaux différents et surtout des pays qui ont eu l'habitude d'avoir des conflits notamment entre le Nigeria et le Cameroun et entre le Nigeria et le Tchad. Et dans la capacité donc à prévenir donc les incursions djihadistes, eh bien se pose toujours encore et encore la question du droit de poursuite sur le territoire voisin. La ville camerounaise de Mora, située à un carrefour entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, a accueilli le tout premier quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale chargée de combattre Boko Haram. Sur le plan international, le 14 octobre 2015, un contingent de 300 militaires américains est venu épauler les forces armées camerounaises. Ces missions consistent entre autres à effectuer un travail de surveillance, de reconnaissance aérienne et de renseignement. Et les diverses menaces sécuritaires sur le continent africain seront au cœur des échanges lors de la 2e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Un forum qui s'ouvre ce lundi dans la capitale sénégalaise sous le parrainage du président Macky Sall et un colloque que vous pourrez suivre en exclusivité sur notre antenne au travers d'une émission spéciale et en direct entièrement consacrée à cet événement. Le président Mahamadou Issoufou sera candidat à sa propre succession. Ce samedi, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a désigné le chef de l'État comme candidat du PNDS Taraya pour le scrutin présidentiel du 21 février 2016. La formation au pouvoir qui a par ailleurs reçu le soutien de plusieurs autres partis. Franck Loudoufina. Le président Mahamadou Issoufou en route pour un nouveau mandat. C'est du moins ce qui ressort du congrès extraordinaire organisé par son parti, le PNDS Taraya, ce samedi 7 novembre à Niamey. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a en effet investi l'actuel président candidat au scrutin du 21 février 2016. En présence des militants venus de toutes les régions du Niger, le président du comité exécutif national du parti a rappelé les raisons qui motivent le choix du président sortant pour représenter le PNDS Taraya à la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui,
nous nous présentons devant le peuple du Niger, non pas comme des hommes et des femmes armés uniquement de leur bonne foi supposée et de la proclamation de celle-ci, mais comme des dirigeants politiques comptables de 5 années de gestion marquées par les défis qui lui sont propres et sanctionnés par un bilan qui est désormais un des grands mobiles de nos prétentions. Présent sur l'échiquier politique nigérien depuis décembre 1990, le PNDS-Taraya est l'une des plus grandes formations politiques du Niger. L'actuel président de la République en était le premier secrétaire général. Absent lui-même à la cérémonie d'investiture, Mahamadou Issoufou aura besoin du soutien de tous les militants, mais aussi de tous les partis alliés pour espérer un second mandat. Ce soutien est surtout mobilisé par ses résultats, les résultats qu'il a présentés dès le premier mandat. Il a fait beaucoup de réalisations, beaucoup de chantiers, beaucoup d'emplois ont été créés dans ces pays. Le PNDS a toujours dit que construire le Niger, c'est bien possible. L'avenir meilleur pour le Niger, c'est bien possible. Il suffit que les Nigériens s'y mettent et nous y croyons. Le Niger sera un pays émergent et nous allons combattre, en tout cas, le sous-développement. Ça, je suis certain, et c'est la vision du PNDS. 3 personnalités ont fait acte de candidature à l'élection présidentielle de février 2016 au Niger. Il s'agit de Mahaman Jean Padonou, leader de la Convergence pour la démocratie et le progrès, de l'opposant en exil Ama Amadou, investi par le mouvement démocratique nigérien pour la Fédération africaine, et Amadou Boubacar Sissé, président de l'Union pour la démocratie et la République. Selon le calendrier annoncé par la commission électorale, le premier tour du scrutin devrait avoir lieu le 21 février 2016. Un second tour est prévu le 20 mars 2016. Alors que le coup d'envoi de la campagne électorale est donné ce dimanche au Burkina Faso, le Balai citoyen apporte sa contribution à l'organisation d'élections transparentes et apaisées dans le pays. Le mouvement activiste qui lance la campagne « Je vote et je reste », objectif sensibiliser les jeunes au processus électoral, mais aussi les inciter à exercer leurs droits civiques lors du double scrutin présidentiel et législatif du 29 novembre prochain. Rappelons que ces élections seront les premières depuis la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014. La transhumance transfrontalière reste source de nombreux conflits, notamment dans la région du Sahel. Et ce 6 novembre, de nouveaux engagements ont été pris par les États membres de la CEDEAO afin de sécuriser la mobilité pastorale. Réunis à Cotonou, au Bénin, du 4 au 6 novembre, les ministres de l'élevage du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Niger et du Mali, ainsi que des représentants d'éleveurs, ont adopté de nouvelles mesures pour sécuriser cette mobilité pastorale. Lefti Ounou et Ibrahima Dioumaba. Au sein de l'espace CEDEAO, l'élevage transhumant représente environ 70% du cheptel des bovins. Il contribue à l'intégration sous-régionale, à l'approvisionnement en production animale d'une population de plus en plus importante. Mais la transhumance est aussi à l'origine de conflits, souvent meurtriers qu'elle occasionne. L'éradication de ces conflits entre les pays sahéliens et côtiers constitue un défi majeur pour les gouvernements de la CEDEAO. À cette fin, ils ont initié une concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière entre le Sahel et les pays proches du littoral. Le phénomène actuellement prend de l'ampleur avec les effets pervers des changements climatiques. Les ressources pastorales, je vais nommer les fourrages et l'eau, deviennent de plus en plus rares dans les pays sahéliens, ce qui exige l'instauration d'un cadre de dialogue permanent entre les États sahéliens et les pays côtiers. Après la session de Lomé, tenue en janvier 2015, Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli la deuxième édition de cette concertation qui réunit les acteurs de l'élevage transhumant des États membres de la CEDEAO. De nombreux engagements ont été pris par les différentes parties prenantes, notamment les gouvernements, pour une transhumance apaisée du bétail. Ils se sont engagés à faciliter des concertations entre les comités nationaux de la transhumance, également à faciliter des concertations entre les forces de l'ordre des différents pays concernés, afin que la campagne de transhumance future soit mieux réussie que la présente campagne. Les pays du Sahel ont aussi pris l'engagement d'informer et de sensibiliser les éleveurs transhumants sur le respect des textes en vigueur dans les pays d'accueil.
Le calme est revenu ce samedi à Mango, localité à près de 500 km de Lomé au Togo, après de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des violences survenues vendredi lors d'une manifestation contre un programme de conservation qui concerne plusieurs préfectures, à savoir celle des régions des Savanes, de la Kara et d'une partie de l'Oti. Pour les opposants à ce projet, ces territoires devraient être réservés à l'agriculture plutôt qu'à la protection de la faune. Un dernier bilan officiel fait état d'au moins 5 victimes mortelles et d'une dizaine de blessés. Et face à ces troubles, le président togolais Faure Gnassingbé a annoncé la suspension de ce projet contesté, ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et les autorités togolaises qui sont engagées à réduire le taux de chômage des jeunes, un défi d'envergure que le gouvernement du Togo entend toutefois relever, grâce notamment à la mise en place de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, Emefa Kofi. Comme partout ailleurs, le Togo n'échappe pas aux questions liées au chômage des jeunes. Même si la situation s'est améliorée selon le gouvernement, le chômage touche encore une grande partie de la jeunesse qui, pour la plupart, n'est pas directement exploitable sur le marché de l'emploi. Chaque année, en moyenne, 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi sont enregistrés. J'ai la licence en sociologie, option pratique sociale, santé, développement. Et je suis à la recherche de mon premier emploi et j'ai entendu à la radio que c'est comme ça, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, est en train d'établir des cartes de demandeurs d'emploi aux jeunes demandeurs. On me l'a établi et sous prétexte d'attendre et ce qui va se passer dans l'avenir. J'ai fait la gestion, option finance et comptabilité. J'ai une maîtrise. Oui, je suis à la recherche de mon premier emploi. Mais en temps, j'ai fait des petits stages. Mais pour le moment, je cherche un premier emploi. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes est une institution mise en place par le gouvernement afin d'accompagner les jeunes dans la quête du travail. Le travail n'est pas du tout aisé pour ses responsables en quête d'innovation. Lorsqu'on observe que 10 000 diplômés par an, nous n'en plaçons que à peu près 2 à 3 000 par an, on a de sérieux problèmes pour combler le gap. Et puis nous avons un stock important de gens qui s'ajoutent chaque année. C'est important d'imaginer d'autres programmes, notamment ceux qui sont adossés à des secteurs porteurs de croissance, particulièrement dans l'agriculture. Donc nous travaillons à ce que nous ayons des programmes qui permettent d'assurer une meilleure formation de la main-d'œuvre pour les entreprises agricoles qui s'installent et dans l'agro-industrie aussi. Sinon, nous ne pouvons pas régler les problèmes avec les différents investissements directs dans les secteurs très capitalistique. Pour accompagner le gouvernement dans ses efforts, l'orientation professionnelle des jeunes est plus que nécessaire. Cette orientation permettra de combler l'écart entre les compétences et les besoins de formation. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.